GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. François Durper a une spéciale dédicace pour tous les téléspectateurs de GLTV. Gardez les yeux ouverts. Bonsoir, GLTV1.com, Touba Boboudelo, Ika de Young. Ce soir, nous venons vous montrer vraiment la souffrance en personne. Nous recevons un grand monsieur sur GLTV1.com qui a accepté de parler. Ce n'est pas évident. Le seul problème qu'il y a, que j'aimerais bien soulever en commençant cette émission, c'est que la communauté africaine, la communauté congolaise ne va pas vers ce genre de personnes. On se limite à faire du bruit, on se limite à raconter qu'on peut oser, mais on n'ose rien du tout. Parce que c'est vraiment un exemple vivant qui chaque jour, quand il quitte sa maison, il va pour une cause et pas n'importe quelle cause. Il se bat chaque jour pour une femme. C'est un grand monsieur avec beaucoup de dignité, un grand monsieur avec beaucoup de sagesse, un grand monsieur. Les mots me manquent parce que il est réellement un grand monsieur. Et un jour, ses enfants pourront dire que leur père a œuvré pour une bonne cause. Suivez. Invité par les membres du club Sœurs Optimistes bruxellois autour du docteur Mukwege. Suite à cette invitation, quelques questions ont fusé ces dernières semaines. Des questions comme Sœurs Optimistes International, c'est quoi? Dans quel cadre organisez-vous cette rencontre avec le docteur Mukwege? Alors permettez-moi de tracer très brièvement l'histoire du Sœurs Optimistes International. Sœurs Optimistes International est actuellement la plus importante organisation non gouvernementale de femmes engagées dans la vie professionnelle et présente dans 129 pays. Stuart Morrow, organisateur professionnel du club service masculin, visite un jour une école de secrétariat à Oakland, en Californie. La surprise, il découvre avec un grand étonnement que le directeur est une femme. Après une large discussion, le premier club Sœurs Optimistes est créé le 3 août 1921 par Violette Richardson Wand, professeure en éducation physique. C'est le début d'une longue chaîne. 3 mois après l'inauguration du club de Californie, une petite fille de 13 ans, musicienne surdouée, meurt en France. Ses parents, tous deux médecins, sont effondrés. Le père sombre dans la dépression, la maman chirurgien esthétique se débat et rencontre alors Stuart Morrow qui va donner un nouveau souffle à sa vie en lui faisant découvrir le Sœurs Optimistes. Cette femme, c'est le docteur Noël. En 1924, elle fonde le premier club d'Europe, le club Paris Fondateur. Elle se spécialise dans la chirurgie plastique tout en poursuivant l'ouverture de nombreux clubs à La Haye, à Amsterdam, à Milan, à Vienne. Elle n'hésite pas à parcourir de nombreux pays pour ouvrir des clubs. Puis la création de notre emblème lors de la première rencontre internationale à Washington. Vous pouvez voir l'emblème un peu partout dans la salle. Il a été dessiné par Hélène Gamble et réalisé par le club de Oakland. Cette femme est le symbole de la persévérance et de l'indomptabilité. Les rameaux de chêne sont signes de force, de vigueur et de croissance. Les feuilles de laurier sont signes de succès et de victoire. L'or signifie la vertu et l'intelligence. Le bleu signifie la constance et la fidélité. Lors de la grande rencontre internationale de 1938 en Amérique, la paix du monde occupait bien des esprits. Mais Sœurs Optimistes International a toujours vécu et continue à vivre avec son temps.
Je vais passer maintenant la parole au docteur Mukwege. Après l'intervention, suivra un débat modéré par Maître Céline Verbroek, avocate au barreau de Bruxelles, militante pour les droits de l'homme et présidente de l'ASBL Intact. L'ASBL Intact a pour mission d'agir sur le plan juridique pour protéger une femme ou une fillette excisée ou qui risque de l'être. Participera comme témoin à ce débat Madame Assita Kanko. Assita est née au Burkina Faso. Elle travaille dans une grande banque européenne et est conseillère communale à Ixelles. Elle est l'auteure du livre intitulé « Histoire d'une vie excisée ». Voilà, je passe la parole au docteur Mukwege. Dans mon pays, nous avons besoin de cet optimisme. Les femmes de mon pays ont besoin de sentir qu'il y a une chaîne de solidarité, une chaîne d'optimisme, en fait, par rapport à ce qu'elles subissent. Et je dois vous dire que ce sont des femmes qui résistent et qui savent se battre. Vous êtes une force, mesdames. Et je crois que cette force, mesdames, vous êtes une force. Je disais que les femmes de mon pays qui sont lassées par des décennies de guerre, des décennies de torture, ont tellement besoin de vous, de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas oubliées. Et ce soir, je vais vous présenter le viol comme arme de guerre, le cas de la République démocratique du Congo. Et je m'en vais directement vous dire que je préférais dire que c'est le cas de la République démocratique du Congo, puisque en fait, le viol est devenu une arme de guerre partout. Aujourd'hui, on sait que ça se passe dans tous les conflits. Et malheureusement, la femme est ciblée. Et si elle est ciblée, c'est puisqu'en ciblant la femme, on détruit non seulement ce qu'on appelle entre guillemets l'ennemi, mais on détruit tout simplement notre humanité. Depuis bientôt 15 ans, je travaille à l'hôpital des Panzi, où je prends en charge les victimes de violences sexuelles. Je n'étais pas destiné à faire ce travail. Quand j'ai terminé mes études en France et je suis parti au Congo, l'objectif était de soutenir les mères dans la joie de donner la naissance. Malheureusement, je l'ai fait pendant 7 ans, et après 7 ans, j'ai été confronté à cette triste réalité où chaque jour, nous soignons à peu près 10 survivantes. Et pendant les 15 ans, on a déjà soigné plus de 42 000 femmes. Je n'aime pas tellement parler des chiffres, puisque lorsque nous parlons des chiffres, parfois on veut se concentrer sur ça. Et quand j'avais soigné 1000 femmes, je pensais que le monde ne peut pas tolérer ce que je vois. J'ai commencé à parler, aujourd'hui je suis à 40 000. Donc aujourd'hui je me dis, les chiffres ne veulent rien dire, puisque derrière chaque chiffre, il faut penser qu'il y a une personne, il y a une femme qui souffre dans son corps, une femme mutilée, une femme qui n'est plus capable de faire les besoins normaux, une femme qui est exclue. Et donc je pense que si nous réfléchissons en ces termes, de considérer que déjà une femme est violée, une femme mutilée, une femme excisée, c'est trop, je crois que nous pouvons avoir une réponse appropriée. En fait, la grande question que tout le monde peut se poser, pourquoi ces mutilations? Pourquoi ces viols? Pourquoi ces destructions? En fait, l'objectif dans la guerre du Congo, l'objectif est clair, c'est le pillage des ressources naturelles. Et la façon de pouvoir les faire, en fait, on utilise une arme qui ne coûte rien, une arme qu'on ne peut pas
contrôlée, une arme qui est disponible. Il suffit tout simplement de faire le lavage des cerveaux des jeunes, des enfants de 10, 12 ans et les envoyer détruire les femmes de toute une communauté. Nous avions fait une étude qui a même été publiée et cette étude a montré très bien que là où se commettait le plus grand nombre de violences, c'était dans les zones où il y avait spécialement l'or, le coltan, la cassitérite, etc. Et vous savez très bien à quoi servent ces minéraux, spécialement le coltan, puisqu'en fait, quand il y a eu le boom du coltan, c'est à ce moment aussi que la guerre en République démocratique du Congo avait commencé. En fait, on ne pille pas seulement, mais lorsque on pille, le but est d'avoir le pouvoir sur la population locale. Et en fait, utiliser cette arme, c'est une arme qui marche très bien pour pouvoir assujettir la population locale, faire soumettre la population locale et en fait une occupation territoriale, puisque comme vous allez le voir après, avec cette arme, vous obtenez exactement ce que vous pouvez obtenir avec les armes classiques, si pas plus. Quelles sont les caractéristiques de ces viols et violences sexuelles en période de conflit? Lorsque nous avions revu en fait les histoires que toutes les femmes nous racontaient par rapport aux violences qu'elles subissaient, nous nous sommes rendus compte que ces viols étaient méthodiques. Souvent, c'était des viols collectifs. La moyenne était à peu près de 3 hommes pour une victime. Et il y a des femmes qui étaient violées par plusieurs hommes à la fois. Et ceci, ça peut étonner tout humain de s'imaginer comment une femme peut être violée par 5, 10, 15 personnes à tour de rôle. Ce sont des viols publics où les parents de la victime sont obligés d'assister. Et à chaque fois, quand le mari ou les enfants essaient de résister, souvent en fait, ils sont tués. Et il arrive aussi que toute la communauté soit invitée à assister à ces scènes d'atrocité et macabres. Nous avions également constaté que ces viols se font accompagner de tortures de toutes sortes. Et ici, en fait, lorsque j'avais reçu pour la première fois une jeune femme qui, après avoir été violée, on avait tiré dans son appareil génital, quand l'assistante m'avait appelé au bloc opératoire, je crois que je n'en revenais pas. Je disais, mais quand vous voyez les blessures, donc certainement on a dû la mettre dans une position pour pouvoir tirer au niveau de son appareil génital. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Est-ce que ça ne suffisait pas déjà d'être violé par cette personne pour terminer en fait ces sales besognes en tirant sur l'appareil génital? Dites-vous, j'étais presque certain que c'était l'acte d'un fou, comme nous avons l'habitude de les appeler. Mais en fait, faisons attention, ces gens-là ne sont pas tellement fous, puisque ce qu'ils font, ils le font avec un objectif. On ne peut pas brûler du plastique chaud, le couler sur l'appareil génital de la femme et dire qu'on est fou. Y introduire une baïonnette, y introduire des morceaux de bois. Je crois que tous ces actes-là, ce sont des actes de torture, ce sont des actes, en fait, pour montrer à l'autre que, en fait, je suis supérieur, je suis plus fort et je peux faire tout ce que je veux. Les jeunes femmes, souvent vont subir l'esclavage sexuel. Elles sont amenées dans la forêt et quand elles reviennent souvent, ou relâchées, c'est lorsqu'elles sont déjà enceintes. Et beaucoup de ces filles nous ont dit, on m'a dit après, quand j'avais une grossesse de 7-8 mois, retourne maintenant et on verra comment ta tribu va continuer ou ta communauté va continuer à parler mal de nous alors que vous portez notre enfant.
Comprenez que c'est une méthode qui est en fait une méthode délibérée pour détruire. Et ce sont des viols qui sont massifs. On ne peut pas s'imaginer par exemple que les femmes, 200, 300 femmes d'un village soient violées dans une nuit. C'est inimaginable, on ne peut pas le faire sans le planifier. Ceux qui ont suivi par exemple le procès des femmes des Fidji, elles ont été violées le jour de Saint-Sylvestre, et en fait c'est le commandant qui donne l'ordre à ces hommes en disant on encercle le village et on ne laisse pas passer une seule femme, et toutes les femmes du village on les viole. Ça s'est passé à Fidji, ça s'est passé à Baraka, ça s'est passé à Chabunda, et donc ça se passe dans plusieurs villages, et humainement, physiologiquement, vous ne pouvez pas violer 200 femmes si ce n'est pas quelque chose qui est planifié. En fait, ici, le massif, ça ne se porte pas seulement sur la victime, ça porte également sur toutes les victimes indirectes. La femme va subir ça directement dans sa chair, mais en fait, le mari, les enfants qui voient leur mère, leur épouse dans cet état, on les a vus après en consultation, ils portent en fait un traumatisme très très important, et souvent, en fait, les hommes ont une expression qui est même plus forte, et j'ai toujours dit qu'il est plus facile de soigner 100 femmes que soigner un seul homme lorsqu'il a été violé en face de toutes les femmes de sa communauté, en face de ses enfants. En fait, même si il donne l'impression de se porter bien, la plupart de ces hommes, après on m'apprenait que 2-3 mois après, ils se sont suicidés. Donc, les conséquences ne portent pas seulement sur la femme, mais sur l'ensemble de la communauté. Ce sont des viols qui sont systématiques, puisqu'en fait, au début, j'avais commencé par soigner des femmes en activité génitale, comme on les appelle, mais ma grande surprise, c'est que je constatais qu'il y a des groupes qui préféraient plutôt s'acharner sur les femmes âgées, et les plus âgées, j'ai eu des femmes de 80 ans qui étaient violées, et 80 ans ménopausées, ça crée un éclatement et qui les amène à l'hôpital. Et j'ai toujours en souvenir une vieille femme qui m'avait dit « Docteur, tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien, parce que moi, je ne vous ai pas demandé de vivre, je ne peux pas vivre avec cette honte, mais violer en face de mon gendre, je ne peux plus vivre. » On a tout fait pour essayer de la soutenir, mais cette dame, elle était catégorique. Dans notre routine, la belle-mère, elle est quand même très respectée. Elle ne pouvait pas accepter de continuer à voir son gendre après avoir été violé en face de lui. Mais avant que je vienne ici, il y a 2 semaines, quand j'ai quitté le Congo, j'avais opéré une petite fille de 2 ans. Mais la moins âgée que j'avais opérée, elle avait 6 mois. Et il est vrai qu'on peut se poser la question, lorsqu'on s'attaque à un bébé de 6 mois, qu'est-ce qu'on cherche? Là, je viens même de publier une classification, puisqu'il n'y en avait jamais eu auparavant. Toute la littérature, jamais on avait classifié les lésions chez des enfants de moins de 5 ans, et nous venons de le publier. C'est triste, mais c'est des choses qui se passent juste pour détruire. Et ça montre très bien, c'est méthodique, c'est massif, c'est systématique. Et donc, c'est planifié pour pouvoir aboutir à un objectif. Alors, lorsqu'on commet ces actes sur la population, quels sont les impacts qu'on observe? En fait, le premier impact, c'est le déplacement massif de la population. Le deuxième impact, c'est la réduction démographique de la population, et la destruction de l'économie locale, et la destruction du tissu social et de la vie familiale. Dans les guerres classiques, en utilisant les armes classiques, vous pouvez avoir le même impact, et malheureusement, je dois dire qu'avec les viols, c'est même plus que les armes classiques,
puisque vous avez des conséquences horizontales. Donc la femme qui a été violée, malheureusement, ça touche également tout son entourage, et nous allons le voir. Et puis, ça a des conséquences aussi verticales, puisqu'en fait, il y a lieu de transmettre, que ce soit les traumas, que ce soit les infections, le VIH, à la génération suivante. Et là, je vais, par exemple, pour les déplacements massifs de la population, lorsque les viols se commettent en public, ça crée une honte, il y a une humiliation. Mais il n'y a pas seulement la honte et l'humiliation, il y a le fait que souvent, la femme est même stigmatisée. Toute la communauté a vu, et la communauté ne la protège pas. Les maris, souvent pour se racheter, ils ont toujours tendance à pouvoir se séparer. Et la bonne raison, c'est dire, ben voilà, elle a été violée par 10 personnes, elle doit absolument avoir le VIH-Sida, et donc je ne vais plus vivre avec elle. Résultat de ça, ce que nous avions observé, ce ne sont pas les victimes qui partent les premières de leur village, souvent ce sont les hommes humiliés qui quittent le village pour chercher l'anonymat. Mais lorsque les viols deviennent répétitifs, il y a de l'insécurité. Finalement, les femmes aussi décident de quitter leur village pour aller chercher des zones sécurisées. Mais en fait, il n'y a pas de sécurité, puisque ces femmes vont partir dans des zones où elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas cultiver, elles n'ont pas les soins médicaux, elles n'ont rien du tout. Et c'est que nous observons, en fait, la mort douce va s'en suivre tout simplement, puisqu'elles n'ont aucun soutien là où elles se déplacent. Lorsque les viols se commettent avec torture, lorsque tout simplement on annonce qu'il y a un groupe armé qui est à quelques kilomètres, le traumatisme enregistré avant fait directement déclencher le réflexe de protection et les femmes fuient pour rechercher un environnement non traumatisant. Et avec cet ensemble, on a le déplacement massif de la population. C'est la même chose qu'on voit lorsqu'on tire. Nous venons d'une zone de conflit. Lorsque vous écoutez le coup de balle, parfois quand on est ici à Noël et qu'il y a le feu d'artifice, moi parfois ça me donne carrément, je commence à trembler puisqu'on sait les conséquences. Et ici, malheureusement, la population a toujours tendance à se réfugier, à fuir, à quitter les milieux pour chercher un environnement sécurisant. Deuxièmement, c'est sur le plan démographique. En fait, la réduction démographique, dans des guerres classiques, on tue ce qu'on appelle entre guillemets ennemi pour réduire sa force, pour réduire sa capacité. Avec le viol, lorsqu'on viole, on tire dans l'appareil génital où on y introduit de la soude caustique, c'est pour tout simplement réduire la capacité de la reproduction de la femme. C'est comme si on s'attaque en fait à la porte d'entrée à notre humanité en détruisant l'appareil génital de la femme. Dans mon pays, une femme en moyenne elle peut faire 4 à 5 enfants. Et lorsqu'elle est violée à l'âge de 12-13 ans, ça veut dire tout simplement il y aura 3 ou 4 enfants qui ne verront jamais jour. Donc ça a une efficacité extrême. Et en fait, ça se passe dans une zone qu'on ne montre pas. Donc, vous restez avec votre souffrance, mais le résultat, c'est que la femme ne pourra plus jouer le rôle de la reproduction. Deuxièmement, les infections au VIH. En fait, lorsque la femme est atteinte du VIH, dans la société, c'est vite que tout le monde la stigmatise, la pointe du doigt, et en fait, elle va mourir dans l'anonymat total, une mort douce, où tout le monde va dire tout simplement, en fait, elle est morte du VIH-Sida. Et donc on s'apitoie sur son sort, mais personne ne saura qu'en fait, elle a eu ça à cause tout simplement de ce qui s'est passé dans sa communauté. Et en fait, la contamination des infections sexuellement transmissibles, ici, en fait, les femmes que nous opérons, ce que nous avions constaté, la plupart ont le chlamydia, avec une destruction de la cavité péritonéale, les empêchant tout simplement d'avoir une progéniture après. Donc avec ça, on voit très bien que même si les femmes ne sont pas tuées lorsqu'elles sont violées, mais leur capacité de se reproduire est complètement détruite. Troisièmement, c'est la destruction de la capacité économique.
ce que nous avions observé, c'est que les villages ne sont pas, on ne viole pas seulement, mais souvent on pille donc le bien privé, on détruit les récoltes, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Si vous avez déjà pillé les biens que vous trouvez dans les maisons, mais mettre le feu sur les récoltes et en fait incendier des villages, mais le grand but aussi, c'est piller des ressources naturelles, puisqu'après que la population locale soit partie, en fait souvent ceux qui restent, ils sont assujettis et ils travaillent presque gratuitement pour le nouveau maître. Et vous voyez que sur le plan économique, lorsqu'on détruit tout, on met la population dans un état de pauvreté extrême, et lorsque la population est dans cet état de pauvreté extrême, la seule solution, c'est de se soumettre. Suivant, s'il vous plaît. Et enfin, le tissu social, c'est le quatrième fait, c'est que lorsqu'on fait des viols en public avec torture, ce qu'on a observé, c'est que la conséquence se porte sur la victime, comme je l'ai dit, mais également sur tout l'entourage. Et ce qui s'observe le plus souvent, c'est qu'il y a une perte d'identité. La mère sent qu'elle n'est plus la mère. Le père sent qu'il perd en fait toute autorité sur sa famille. Lorsque ça arrive aux religieuses, puisque c'est arrivé dans des paroisses, la première personne qui a été tuée dans ma ville, c'est l'archevêque de la ville. En fait, tout ça, c'est pour montrer, manifester, en fait, cette force qu'on a par rapport à l'autre, et donc, en quelque sorte, elle est déshumanisée, et souvent, ça finit par une perte d'identité personnelle. Il n'y a plus personne qui se reconnaît dans la communauté. Je dirais que même les enfants qui voient ou qui subissent, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus protégés par leurs parents. Et donc, les enfants n'ont plus ces respects qu'ils devraient avoir par rapport à leurs parents. La perte d'identité individuelle, lorsqu'elle touche beaucoup de personnes dans une communauté, il y a une perte d'identité communautaire, et lorsqu'une identité, la communauté n'a plus une identité, ça va de soi, avec bien sûr les enfants issus du viol qui viennent compliquer les tableaux, puisque finalement ces enfants, ils ne sont pas acceptés par la communauté. J'ai toujours en image ces enfants qui n'arrêtent pas à vous poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi moi je ne vais pas après l'école, je ne vais pas aussi à la maison comme les autres enfants, puisqu'il y en a qui vivent dans notre maison de transit. Et je crois que ces enfants issus du viol, ils ont été traumatisés in utero, dans l'utérus de leur maman, mais ils sont traumatisés également par la communauté, et ils représentent en fait un élément d'instabilité communautaire très très important. Et en fait, l'ensemble de tout ça arrive à tout simplement une perte de cohésion sociale où personne ne joue le rôle qu'il devrait jouer dans la société. Ça donne une incapacité organisationnelle, et en fait, lorsqu'une société, une communauté ne peut plus s'organiser, l'occuper, faire faire à cette communauté, c'est que en fait, l'agresseur, ça devient très facile. Enfin, en décrivant ces 4 situations, vous avez très bien compris comment on peut utiliser cette arme pour avoir le même résultat que les résultats qu'on peut avoir avec une guerre conventionnelle, à la seule différence que, en fait, les conséquences peuvent se transmettre sur plusieurs générations. À l'hôpital de Panzi, j'ai encore combien de minutes là, hein? À l'hôpital de Panzi, nous faisons une prise en charge. Au début, nous avions pensé tout simplement pouvoir assurer les soins médicaux, puisque c'est ça qui était notre travail. Mais nous nous sommes rendus assez rapidement compte que lorsqu'on assiste sur le plan médical seulement, on a fait peut-être seulement le 10% du travail à faire. Puisque si une femme psychologiquement elle se porte mal, même si physiquement elle se porte bien, c'est une femme qui ne va rien faire, c'est une femme qui aura toujours une tendance suicidaire, etc. Et donc, assez rapidement, nous avions compris qu'il fallait associer une prise en charge psychologique. Et en fait, lorsque psychologiquement elles se portent bien, physiquement elles vont bien, on ne peut pas tout simplement les jeter dans la rue. Il faut absolument les aider à pouvoir se réinsérer
sur le plan socio-économique, puisque c'est la seule façon de leur donner leur place dans la communauté. Et enfin, lorsqu'elles sont courageuses, nous avions observé qu'après ces 3 étapes, souvent ces femmes viennent pour dire « je connais quand même celui qui m'a violé, je connais celui qui a fait ça, je voudrais que justice soit faite ». Donc nous avons des assistantes, des juristes et des avocats qui peuvent accompagner ces femmes. Voilà, ici, assez rapidement, là, on est en train d'opérer, et ici, parmi les actions que nous prenons sur le plan médical, c'est traiter les infections sexuellement transmissibles, c'est traiter prendre en charge le VIH, toutes les patientes qui présentent les fistules urogénitales. Et ici, j'ai dit bravo à Sort Optimiste pour le travail que leur organisation fait pour les femmes qui souffrent de cette maladie, qui est pour moi la lèpre de notre siècle, puisque lorsqu'une femme a une fistule, qui est une communication entre l'appareil génital et la vessie, et là ça fait couler les urines en permanence, ou alors la communication entre le rectum et l'appareil génital de la femme, et donc la femme perd les matières fécales sans contrôle, c'est un facteur d'exclusion sociale horrible. Ce sont des femmes qui sont, par tout simplement le fait qu'elles ont ces pertes qu'elles ne peuvent pas contrôler, on fait les diagnostics, dès qu'elles entrent dans la salle, tout le monde sait de quoi il s'agit. Je crois que notre service, nous faisons à peu près 500 fistules chaque année, et ici ce sont des fistules bien sûr d'origine obstétricale, mais également des fistules dues au viol par rapport à tout ce que ces gens introduisent au niveau de l'appareil génital de la femme. Nous faisons également des reconstructions puisque, en fait, lorsque les bébés sont pénétrés, souvent ça crée un éclatement et là ça nécessite en fait de reconstruire cet appareil génital des bébés, l'appareil génital d'autrui. Aujourd'hui, nous arrivons à reconstruire, à avoir la continence, que ce soit fécale ou urinaire, mais le grand problème que nous avons, nous ne savons pas leur avenir sexuel ou leur avenir obstétrical. On se pose des questions tellement les destructions sont énormes et toute la fibrose et la cicatrisation qui peut se faire. En fait, nous, dans notre programme, non seulement nous traitons les blessures, mais également, lorsque les femmes peuvent se présenter en dehors de 72 heures après le viol, nous avons la possibilité, nous avons des kits qui comprennent les antirétroviraux, mais également des antibiotiques et des contraceptifs. Mais ces kits ne peuvent fonctionner que lorsqu'elles se présentent en dehors de 72 heures. Malheureusement, lorsque ça se passe, souvent la femme, elle se referme d'abord sur elle-même, elle essaie de cacher, elle essaie de gérer ça sur le plan émotionnel, mais elle perd le temps et quand elle arrive, souvent c'est trop tard pour qu'elle puisse se jouir en fait de cette protection qu'on ne peut donner que dans les 72 heures. Mais quand elles arrivent après les 72 heures, nous faisons quand même un traitement antibiotique puisque souvent il y a des infections associées. Le manque de ces kits dans les centres de santé, c'est ça en fait le gros problème, parce que nous faisons la sensibilisation, mais ces kits, il faut pouvoir les fournir et parfois nous sommes en rupture de stock. Nous faisons la même chose pour en fait aider les femmes qui ne peuvent pas se déplacer à cause des conflits ou à cause de la honte. Nous avons des équipes mobiles que nous constituons sur la même base que le personnel que nous avons au niveau de l'hôpital de Panzi et que nous essayons d'envoyer dans le village et ils font le même travail que je viens de vous décrire tout de suite. Nous distribuons des médicaments et des équipements pour que les centres, puisque nos équipes mobiles font également la formation des staffs, et donc après nous leur laissons des médicaments, mais aussi du matériel pour qu'ils puissent en fait pouvoir faire le premier soin lorsque c'est nécessaire. En fait, l'assistance psychologique, lorsque les femmes entrent dans l'hôpital, dans les circuits,
C'est un circuit que nous faisons tout à fait fermé pour que tous les services soient donc dispensés dans un circuit où la femme n'a pas besoin de répéter à chaque fois son histoire. Puisqu'on a constaté que lorsqu'elle répète ça, elle peut le faire 2 fois, mais pour la 3e fois, elle abandonne et en fait, elle ne bénéficie pas de tous les services. Donc nous avons des assistantes sociales que les femmes appellent les mamas chéries, et ces assistantes sociales, en fait, elles prennent en charge un nombre de victimes, mais leur rôle, c'est de pouvoir répondre à tous leurs besoins et de montrer les circuits à suivre, les faciliter en fait des rencontres. Parfois, elles peuvent résister de faire une démarche, par exemple, et c'est aux assistantes sociales de les aider à comprendre l'utilité de ces démarches. Et lorsque les assistantes sociales trouvent que le cas est compliqué, elles réfèrent au psychologue. Mais il y a des cas qui ne se terminent pas au niveau des psychologues, qui nécessitent en fait l'assistance des psychiatres. Nous faisons plusieurs thérapies, et ici, en partant de la danse, des chants, des jeux divers, mais aussi, en fait, nous essayons d'utiliser les différentes thérapies qui ont fait de preuves ailleurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous pensons plutôt pouvoir ouvrir un master en psychologie clinique pour permettre à ce que nous ayons des thérapies qui sont adaptées aux femmes congolaises. Ici, nous avons un gros problème par rapport au soutien des enfants issus du viol, puisqu'ils sont discriminés, ce sont des innocents, mais en fait, on n'était pas préparé à prendre en charge un si grand nombre d'enfants qui sont rejetés. Nous avons le phénomène des enfants de la rue, on les appelle des enfants sorciers, on les appelle des enfants serpents, etc. Mais en fait, ces enfants ont besoin d'être pris en charge assez rapidement, parce que je considère que c'est une bombe à retardement pour un pays, puisque si ces enfants n'ont pas de filiation, c'est extrêmement dangereux dans l'avenir. Nous luttons également contre la stigmatisation, et ça c'est très important, de pouvoir amener la population à comprendre que ces victimes, c'est la faute de la société, ce qui leur est arrivé. On a beaucoup travaillé sur la médiation familiale. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir, puisque nous avons pu quand même réconcilier beaucoup de couples où finalement les hommes ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer et que le couple qui était en fait déstructuré ou tout simplement les maris étaient partis, on arrive à les ramener. Et au niveau de la communauté, nous faisons un travail pour en fait amener l'intégration. Et ici, je crois qu'au début, nous parlions beaucoup plus de la réinsertion des femmes, mais je trouve que lorsque vous donnez à la femme la capacité économique après ces circuits, ces femmes, ce ne sont pas elles qui sont réinsérées dans la communauté, mais c'est plutôt la communauté qui vient vers elles, puisqu'elles deviennent utiles, et lorsqu'elles sont utiles, elles s'imposent par le fait même. Merci. En fait, c'est ce que je venais de dire. En fait, nous travaillons beaucoup sur le plan économique pour donner à ces femmes une capacité. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est leur créer de nouveaux marchés, les envoyer à l'école. L'hôpital de Panzi, avec ses annexes, aujourd'hui, nous prenons en charge plus de 5000 enfants. Et je crois que pour nous, c'est une priorité, puisque nous voyons à quel point, lorsque ces enfants vont à l'école, à quel point ils s'émancipent et qu'ils sont capables de pouvoir même faire plus que ce qu'on pouvait leur demander. Et ces nouveaux marchés, en fait, c'est une capacité économique à donner aux femmes, n'est pas seulement produire ce qu'elles vont utiliser pour leurs besoins, mais également pouvoir avoir la possibilité de répondre à leurs différents besoins. Et enfin, sur le plan juridique, nous prenons en charge, nous avons des avocats, et donc il faut les éduquer, il faut leur apprendre leurs droits, et puis lorsqu'elles connaissent leurs droits et leurs devoirs, en fait, nous faisons des cliniques juridiques dans tous les villages que nous desservons, pour permettre en fait à ce que, même dans les villages, qu'il y ait des femmes qui peuvent donner des conseils. Et ici, c'est spécialement pour lutter contre des arrangements qu'on appelle des arrangements à l'amiable. En fait, la femme est victime, mais finalement, lorsqu'on fait des arrangements à l'amiable, c'est la famille qui profite
et la victime ne profite rien du tout. Nous voulons absolument que ces modèles de faire en fait une justice de proximité puissent se multiplier dans tous les villages. Normalement, nous initions les enseignants, les infirmières, les gens qui ont une éducation qui peut leur permettre de comprendre le b.a.-ba de la justice. Nous les éduquons et c'est eux après qui font tout le travail dans leur village. Enfin, le plaidoyer, c'est ce que je suis en train de faire ici par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Là, je montrais en fait là où l'hôpital, parfois nous payons pour qu'il y ait des cours foraines et ça se passe, souvent en fait il peut y avoir des situations où on a la victime et que les juristes peuvent siéger et nous aidons tout simplement à ce que ces cours puissent avoir lieu, nous les soutenons, mais également nos avocats y participent. En bref, les défis que nous avons aujourd'hui, je l'ai dit déjà, c'est disponibiliser ces kits pour éviter que ces femmes puissent développer toutes ces maladies. C'est renforcer la capacité des médecins gynécologues. On aurait bien souhaité avoir des gynécologues dans tous les hôpitaux de référence pour que la prise en charge gynécologique puisse se faire localement. Et en fait, sur le plan psychologique, notre pays n'était pas préparé à un drame comme ça. Et aujourd'hui, on a besoin de renforcer en formant les psychologues, surtout cliniciens, qui peuvent développer des méthodes de thérapie adaptées à la culture dans mon pays. Et puis sur le plan socio-économique, il faut absolument pouvoir disponibiliser des capitaux, pouvoir disponibiliser des marchés pour que les femmes soient capables de pouvoir se prendre en charge. Sur le plan juridique, aujourd'hui, notre grand défi, c'est de pouvoir faire appliquer la loi. Nous avons la meilleure loi peut-être sur le plan de la violence sexuelle, mais malheureusement cette loi est très peu appliquée. Et il faut absolument une réforme donc, du système judiciaire et du système de sécurité, puisque sans sécurité, tout ce que nous faisons, nous avons vu, il y a des femmes qui reviennent pour la deuxième, la troisième fois, puisqu'il n'y a pas la sécurité. En bref, le modèle que nous développons en Panzi, quand la victime entre dans le système, on essaie de la faire bénéficier de ces services, qui sont les 4 piliers de notre modèle, pour que lorsque la femme sorte, elle est entrée victime, qu'elle sorte une survivante. Et moi, j'aime bien la photo de cette femme qui est forte et fière d'elle-même. C'est une femme qui est capable de défendre son droit. Voilà. Et la conclusion, c'est que le travail que nous faisons, c'est vraiment, nous nous battons pour restaurer la dignité des survivantes, réhabiliter les communautés détruites par le viol comme arme de guerre, qui est tout simplement une forme de terrorisme sexuel, dénoncer et lutter contre l'impunité des viols comme stratégie de guerre. J'ai dit et je vous remercie. Le prix de la Fondation Roi-Baudouin, en France, la Légion d'honneur, que vous êtes régulièrement cité comme lauréat potentiel du prix Nobel de la paix, et à raison, parce que quand on voit le travail que vous effectuez inlassablement, alors que vous étiez promis à un destin prometteur en France, vous aviez débuté votre carrière, vous avez fait ce choix de retourner au Congo avec votre famille, de vous exposer, vous avez même été victime d'une attaque personnelle là-bas. Et la première question que j'ai envie de vous poser, et ce sera la même question
J'ai deux questions à vous poser à tous les deux, au docteur Mukwege et à Sita Kanko, qui est aussi une femme extraordinaire, qui a eu le courage de témoigner dans un livre d'une forme de violence qui présente à bien des égards des similitudes, même si on n'est pas dans un contexte d'armes de guerre planifiées, systématiques, mais aussi une forme de violence qui a aussi des effets sur le long terme. Et elle a aussi trouvé cette force de témoigner. Alors à tous les deux, je voudrais vous poser la même question, l'un après l'autre. Où puisez-vous ce courage, cette force de témoigner? Et puis la deuxième question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est, nous à notre niveau, en quoi sommes-nous concernés? Nous savons déjà que nous le sommes, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà. Peut-être... Merci. Je suis très émue après tout ce que j'ai entendu. Je n'ose même plus parler après le docteur Mukwege, c'est un peu difficile. C'est un homme extraordinaire et on a besoin d'hommes féministes comme lui, ici, là-bas, partout dans le monde. Pour répondre à la question de Céline, où est-ce que j'ai trouvé le courage de témoigner? Moi, je n'appellerais pas ça du courage. Je pense qu'à un moment donné, on est tellement dégoûté par quelque chose qu'on n'a pas le choix, on doit agir. Et dans mon expérience personnelle, quand j'ai été excisée au Burkina Faso, quand j'avais l'âge de 5 ans, ce que j'ai constaté, c'était l'indifférence. Et ça ne m'a jamais quitté, la surprise que j'ai eue de voir l'indifférence des gens face à la souffrance de petites filles. Comment peut-on permettre que les petites filles soient mutilées? Comment peut-on faire comme si ça ne nous concernait pas? Et j'ai trouvé que cette forme d'indifférence était une sorte de délit, de complicité, et qu'on ne pouvait pas se taire, et qu'à force de se taire, on finit par être complice, par abandonner des gens qui sont en train de crier, des petites filles sans défense qui ont peur. Et moi, j'ai eu envie de partager mon expérience. J'en ai parlé pour la première fois dans Elle Magazine lors de la journée internationale réservée pour la lutte contre l'excision. Et j'avais eu un chef d'entreprise qui m'a dit, écoute, tu es une femme qui a la chance de faire une belle carrière, non seulement dans le secteur privé, mais qui commence une très belle carrière dans la politique et qui est bien intégrée en Belgique. Tu devrais parler de ce sujet-là qui est trop africain. J'aurais beaucoup de mal quand même à cacher mon africanité, sauf si vous avez besoin d'aller chez un médecin pour faire vérifier les yeux. Mais ça m'a un peu dérangé parce que dans mon processus de reconstruction personnelle, comment j'ai réussi moi-même à trouver le chemin de la liberté en tant que femme et à comprendre qu'on doit s'impliquer pour défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est grâce aux témoignages d'autres femmes. Des femmes comme Simone de Beauvoir ont écrit des témoignages extraordinaires, des femmes comme Waris Dirié, des femmes comme Ayane Siali et plein d'autres qui nous permettent, nous, de nous nourrir grâce à leurs témoignages, d'apprendre à découvrir la lumière et à aller vers elle. Au nom de quoi devrais-je garder mon histoire par pur égoïsme pour moi-même, alors qu'il y a des petites filles qui pourraient elles aussi s'inspirer de ce que j'ai envie de partager avec elles. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre et j'ai eu des discussions assez longues avec mon éditeur parce qu'il voulait que j'écrive un livre sur l'excision. Il était très étonné quand j'ai dit que je ne voulais pas écrire un livre sur l'excision, mais sur la vie qu'il y a dans les femmes, la vie qu'il y a chez ces femmes-là qui subissent l'excision et les conséquences que cela implique quand nous arrivons à d'autres étapes de notre vie. C'est l'après physique qui guérit, mais les moments où notre cœur fait boum boum pour quelqu'un, il se passe quelque chose dans notre tête et on ne sait pas si on est vraiment une femme comme les autres ou non. On se pose plein de questions qu'on n'ose pas évoquer et j'aimerais tout simplement que les filles qui se posent cette question-là puissent savoir que des femmes comme moi et des femmes comme d'autres qui semblent avoir franchi des étapes qu'elles doivent encore franchir ont également pu se poser ces questions-là. C'est exposer notre fragilité à toutes parce que réussir dans la vie ou réussir un peu, ou réussir plus, ce n'est pas extraordinaire. Tout le monde fait face aux mêmes difficultés. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager une histoire qui pouvait être universelle, parce qu'il s'agit de la souffrance des femmes.
dans tous les domaines, hein, que quelle que soit notre couleur, notre origine, on a déjà subi quelque chose parce qu'on est une femme. C'est pour ça que le livre s'appelle « Parce que tu es une fille ». Et « Histoire d'une vie excisée », qui est le sous-titre, parce que à travers mon expérience personnelle, j'ai compris qu'on vous coupait une partie de votre clitoris, donc une partie de votre corps, ce qui m'est arrivé et qui a fait très mal, mais qui finalement a cicatrisé, a guéri, et en grandissant, j'ai oublié. Et un jour, je me suis rappelé. Et là, je me suis rendu compte qu'on n'a pas excisé mon corps, mais en fait, on a excisé ma vie. Dans le sens où je serai toujours une femme excisée, sauf si je prends la décision d'être une femme comme les autres, parce que moi, je le décide maintenant et que je vais être libre. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça, je n'avais pas des exemplaires aujourd'hui, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Et voilà, je n'ai pas eu envie de parler de courage parce que c'est pas du courage, c'est de la solidarité. Je crois que dans ma carrière, dans cette souffrance des femmes, la chose que j'avais, qui m'avait beaucoup frappé, c'est le courage des femmes et leur volonté de protéger la vie. Et les femmes, tout ce qu'elles font, moi, parfois j'avais l'impression qu'après avoir subi ce qu'une femme, ce que je vois, je me dis, c'est pratiquement impossible que cette femme puisse relever sa tête un jour. Mais lorsqu'elle se réveille, même si elle se réveille du coma, la question qui, moi, m'a toujours troublé et étonné, c'est que la femme ne dit pas qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se passer maintenant, mais c'est où sont mes enfants, est-ce qu'ils arrivent à manger. Et souvent je regarde, je dis, mais quelle force, quel courage de souffrir, être dans un état de souffrance extrême, mais on continue à penser aux autres. Et je crois que quand moi je vois cette réaction des femmes, je trouve que c'est tellement courageux que je me sens très petit et je me dis, en fait, essayez de les encourager, essayez de porter le fardeau avec elles. Je n'ai fait qu'une petite chose par rapport au poids que les femmes congolaises, les femmes que je soigne, portent. Et la dernière fois, quand j'avais été attaqué chez moi, mon aide, en fait, a été tuée. Mais ce que j'ai fui, j'ai eu peur, j'ai compris que de toute façon, ça faisait longtemps que je vivais dans une situation d'insécurité totale et que finalement on vient, on tue quelqu'un chez moi, on pensait que moi aussi on m'a tué, j'ai baigné dans le sang de mon gardien. Mais là, quand j'étais déjà ici en Belgique, les femmes congolaises se sont organisées. Elles ont fait des manifestations. Des femmes qui n'ont pas $1 pour vivre, mais qui étaient capables de se cotiser pour payer mon billet. Je ne manquais pas un billet, mais elles ont fait une telle pression. Elles ont écrit au président congolais, ils ont écrit au secrétaire général des Nations Unies, mais je m'étais dit, mais ça c'est une force qui ne peut que vous pousser à être du bon côté, du côté des femmes qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour arracher en fait leurs droits. Je crois que voilà comment je suis dans le bon cas. Face à ces types de violences contre les femmes, c'est vrai que s'informer et votre présence ici, c'est vraiment le premier pas de l'action. On a compris que les effets de ces types de violences sont sur le long terme, que même si demain les violences s'arrêtaient, les conséquences sur les enfants, les familles sont telles qu'il faudra plusieurs générations pour reconstruire tout ça. Le fait que vous fassiez une prise en charge pluridisciplinaire, le fait que vous veniez témoigner auprès de personnes, est-ce que ça c'est un moyen d'action? Est-ce que ça c'est déjà le fait qu'il y ait des gens aujourd'hui qui soient là pour vous soutenir tous les deux dans votre combat, ne fût-ce qu'en vous écoutant, est-ce que c'est déjà un premier pas?
Parfois, quand on est une femme, on doit parler de la première, donc voilà, je vais me lancer. Je pense que sortir du silence, c'est déjà important, parce que comme ça, les gens savent qu'ils ne sont pas seuls. Ça permet également ici de faire connaître, je dois dire, l'action du Dr Mukwege, de faire entendre dans mon témoignage, de faire voir le visage des 125 millions de femmes qui ont été excisées à travers le monde. Donc selon les chiffres de l'UNICEF, 125 millions de femmes vivantes ont subi une mutilation génitale. Et donc c'est de faire voir ce visage-là. C'est de faire comprendre aussi qu'il est rare qu'une femme qui a subi une excision ne subisse que ça dans sa vie. Si elle subit une chose aussi horrible, ça veut dire qu'elle est exposée à plein d'autres possibilités de maltraitance liées au fait qu'elle est une femme. Donc c'est montrer qu'elles ne sont pas obligées d'accepter, si elles ont la possibilité d'appeler au secours, et qu'elles peuvent comprendre les signes avant-coureurs d'une excision. Par exemple, il y a des Britanniques qui ont expliqué à des enseignants que quand les enfants à l'école commencent à dire on va rentrer pendant les vacances au pays, et il va y avoir une cérémonie spéciale, et les enfants qui voyagent sont uniquement les enfants de sexe féminin, il faut le dire. Donc il y a plein d'informations qu'on réussit à obtenir grâce à ça. On réussit à attirer l'attention du monde politique pour qu'il y ait un soutien d'un point de vue législatif, un soutien au niveau des procédures judiciaires qui peuvent être enclenchées, des informations au niveau de l'enseignement, au niveau des médecins qui peuvent faire du très bon travail, comme le docteur Kaye. J'ai visité son département, donc Clinique Saint-Pierre, où il y a des femmes qui viennent se faire réparer. Et il m'a dit que la dernière qu'il a réparée avait 12 ans et avait subi une infibulation. Donc comme on le fait en Somalie, où on excise les filles, non seulement on leur coupe une partie de leur clitoris, mais en plus on le coupe carrément pour qu'à ce moment-là, elles ne peuvent même plus avoir les règles correctement. Elles ne peuvent pas aller à la toilette comme nous le faisons correctement. Donc c'est toute une série d'informations qui permet de créer une chaîne de solidarité. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je pense que là on met le doigt sur les souffrances des femmes. Le docteur Mukwege fait un travail extraordinaire. Je me sens toute petite ici à côté de lui. Mais on doit, en tant que personne qui a subi une violence, pouvoir parler, parce que non seulement on se fait du bien à soi-même, mais on fait aussi du bien aux autres. Il y a une femme américaine qui s'appelle Inyana Van Zandt qui fait beaucoup de conférences et des émissions afin de permettre aux gens de découvrir le développement personnel. Et ce qu'elle a dit, c'est que quand tu racontes ton histoire, elle peut guérir quelqu'un d'autre et elle peut également te guérir toi-même. Moi, j'ai vécu une sorte de liberté en acceptant et en assumant le fait que je suis excisée, que je n'ai pas honte. Ça veut dire que c'était le moment où j'ai découvert que ce n'était pas ma faute. Et c'est important que les gens sachent que ce n'est vraiment pas leur faute, parce que sinon on se le reproche toujours. Et ça, c'est la possibilité de sortir de cette difficulté. Mais au fond, il y a aussi une grande difficulté liée à la gouvernance, parce que béni soit le jour où on n'aura plus besoin du docteur Mukwege pour sauver une femme, parce qu'il sera en train de les aider à accoucher d'enfants issus de l'amour. C'est ce jour-là qu'on fait. Je pense que lorsqu'on décide de façon délibérée, on s'acharne à l'appareil génital de la femme, je crois que quelque part, en fait, il y a ce fait de savoir que c'est un tabou, on ne parle pas du sexe, et donc on peut réduire quelqu'un, on peut détruire quelqu'un, mais il n'aura jamais en fait le courage et la force de pouvoir dire ce qui s'est passé dans sa vie. Et je pense que lorsque moi j'ai découvert ce qui s'est passé sur le corps des femmes, et je m'étais dit, d'ailleurs j'avais même écrit, si on arrachait les yeux ou on coupait les mains, le monde s'agiterait, puisqu'on dirait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'amputer les gens de main, puisque tout le monde va montrer, dire, voilà, on m'a coupé la main, ça va choquer. Mais lorsque ça se passe au niveau de l'appareil génital, ça détruit complètement l'individu et tout son entourage, et la personne n'a pas même le courage d'en parler, puisque si elle en parle, elle va être victime 2 fois, donc elle va être punie pour avoir subi cette violence. Et donc, pour éviter la stigmatisation, souvent les femmes se taisent et ne disent pas
Et il faut avoir alors quelqu'un qui peut parler de leur part. Et je crois que ce que je fais, c'est essayer de dire au monde, notre meilleure ressource, ce sont les femmes. Et lorsque nous n'acceptons pas de protéger les femmes, nous ne sommes pas en train de protéger notre propre humanité. Et là, je crois qu'il y a une journaliste qui m'a dit, mais c'est fort ce que vous dites. Moi, j'ai dit, madame, vous voyez, en fait, notre humanité, si on doit continuer et accepter ce qui est en train de se passer. Nous avons tous, lorsque Boko Haram a pris 200 jeunes filles, le monde s'est excité, on a fait une propagande. Où sont ces filles? Nous nous sommes tous tués finalement. On a accepté. Aujourd'hui, avec toutes les techniques modernes que nous avons, en fait, Ben Laden a été tué chez lui, on a des drones qui peuvent aller. Mais où sont les 200 filles qui ont été enlevées par Boko Haram? Si la guerre doit se faire contre les femmes, y aura-t-il une humanité sans les femmes? Et je crois que cette question, ce n'est pas une question africaine. On se retrouve là avec Kankoumé. Ce n'est pas une question africaine. Ceux qui ont bien suivi, on sait très bien ce qui s'était passé en Libye. On sait ce qui est en train de se passer en Syrie. J'ai pu rencontrer les femmes de la Bosnie. Et je crois qu'à chaque fois, quand il y a la loi, l'état de droit n'existe pas, nous constatons que ce qui paye, en fait, ce sont les femmes. Et je crois que donner cette information, il faut que le monde puisse se mettre debout. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui se mettent debout pour tracer ce que j'appelle la ligne rouge. Si on a pu le faire pour les armes chimiques, pourquoi ne pas le faire contre le viol? Nous pouvons avoir la capacité de dire, celui qui passe cette ligne rouge, nous le mettons au banc de l'humanité. Parce que c'est criminel. Mais nous continuons à entretenir une confusion entre, en fait, une relation sexuelle et le viol, comme je viens de le décrire. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui pose des actes comme ça sur une femme, quel que soit le pays, quelle que soit la règle de non-ingérence. Je crois que le monde devrait se lever comme un seul homme et dire, cette personne-là, il faut le mettre au banc de touche, il ne pourra plus voyager, il ne pourra plus avoir de compte en banque et quand sais-je encore. Mais nous avons une lenteur à pouvoir agir. Et c'est pour cette raison, madame, que j'essaie de dire, mettons-nous debout pour en fait protéger notre humanité. Bravo. Bonsoir docteur, bonsoir madame. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis très émue parce que, docteur Mukwege, je trouve que vous méritez 10 prix Nobel. Oui, bravo. Et je vous assure que c'est du fond du cœur que je vous le dis. Et je pense qu'ici, effectivement, toute la salle est d'accord. Je voulais vous dire aussi que j'ai été violée quand j'avais 24 ans, ici en Europe. J'étais en vacances et le viol a duré plus de 5 heures. Je me suis retrouvée donc dans une vie qui a basculé dans l'horreur. Donc je comprends tout à fait ce que ces femmes ont vécu, parce que non seulement le viol est un crime de guerre, mais il est aussi malheureusement un crime qui a lieu en temps de paix pour les femmes. Dans quel état de guerre vivons-nous, nous les femmes, pour devoir baisser le regard, frôler les murs, veiller à ne pas tarder trop tard le soir, même dans nos pays, même dans notre région. Vous savez, docteur, il y a 10 femmes par jour qui sont violées ici en Belgique. Et nous ne sommes pas dans un état de guerre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les États en guerre qui dépassent les bornes et qui sont hors de l'état de droit, même si nous sommes dans des démocraties. Il y a aussi le fait que les hommes se croient tout permis et ont un droit patriarcal qui leur permettent
de dépasser la bonne, de dépasser le fil rouge, comme vous dites. Malheureusement, c'est un fait, comme vous l'avez très bien dénoncé, un fait qui est mondial. En Inde, cela se passe. Cela se passe au Pakistan, cela se passe en Israël, cela se passe en Palestine, cela se passe en Belgique, cela se passe en France, partout en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Mais quand est-ce qu'on pourra dire que les hommes prennent conscience de cette dictature qu'ils assomment et qu'ils assument contre les femmes, alors que le féminisme, ce n'est pas contre les hommes, c'est contre le système lui-même, le système patriarcal qui détruit toutes les communautés, quelles qu'elles soient, qu'elles soient de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine politique. Donc je pense que c'est un problème mondial qu'il faut dénoncer avec force. C'est un fléau qui existe depuis des milliers d'années et qu'il est plus que temps d'arrêter, comme l'excision, comme toutes ces cultures qui s'arrogent le droit, au nom d'un ordre patriarcal mondial, d'abuser du corps des femmes à travers la prostitution forcée, à travers la pornographie, etc. etc. L'abus de droit en un mot commençant. Donc je voulais vous demander quelles sont les actions qu'on peut faire d'ici pour vous aider et pour faire en sorte que toutes les femmes que vous aidez à tous les niveaux de façon extraordinaire puissent avoir de la lumière de notre part et une compensation même tout à fait petite, mais une compensation entre sœurs du monde. Vraiment touchée de voir les parcours que vous faites de ces femmes-là. Je voudrais vous poser une question, c'est par rapport à ce que dit Madame. Qu'est-ce qu'on peut faire nous ici, individuellement, mais collectivement? L'autre question, c'est est-ce que vous avez été témoin involontairement de toutes ces atrocités, vous vous battez tous les jours pour rendre cette situation visible au niveau international, mais toujours est-il, les viols comme armes de guerre n'est toujours pas inscrit à l'agenda international. Selon vous, qu'est-ce qui manque réellement pour que cette question dramatique soit inscrite à l'agenda international? Voilà, merci. En ce qui concerne les actions, aujourd'hui, ce que nous faisons à l'hôpital de Panzi, nous traitons les conséquences. Mais je crois que Madame l'a très bien dit, il faut traiter les causes. Et nous savons très bien que ce qu'on voit pendant la période de conflit, en fait, c'est une situation qui est tout simplement latente en période de paix. Et c'est ce qu'elle a très bien décrit. Lorsqu'en fait on est dans la période de conflit, il y a pris la loi, en fait, ça bascule au drame que nous vivons en République démocratique du Congo. Donc, les actions à mener, je crois que ça doit être des actions qui doivent vraiment viser la cause. C'est mondial. Et je pense que quand je parle avec les femmes colombiennes, elles racontent leurs histoires, vous sentez que c'est exactement ce que les femmes de l'ex-Yougoslavie vous racontent. Et puis, on vous parle avec les médecins syriens, et quand ils vous demandent des conseils, et finalement, ils posent des questions que vous avez déjà eues plusieurs fois dans votre propre clinique. Je crois qu'aujourd'hui, ayons le courage. Les femmes se sont battues. Les féministes ont fait les 50 dernières années, elles ont arraché beaucoup de choses. Mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, je crois qu'on n'aura pas une solution si les hommes d'abord ne comprennent pas qu'est-ce que c'est violer une femme, ça signifie. Parce que je crois que le problème aujourd'hui, les hommes, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Et même la majorité, la grande majorité des hommes, ils ne violent pas. Et ils voient que le viol, c'est l'horreur. Mais le grand problème, c'est que nous, les hommes, nous nous taisons. Et lorsqu'on s'était, comme a dit Madame Kanko, c'est qu'on devient quelque part complice. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut mobiliser les hommes. Il faut que les hommes s'engagent dans cette question,
qu'ils comprennent la souffrance. Madame parle, elle dit qu'elle avait 24 ans. J'ai rencontré une femme qui avait été violée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle me parlait, c'est comme si son viol s'est passé hier, il y a tout simplement 3 ans de cela. Elle parlait, elle était en larmes comme si elle venait d'être violée. Et ce qu'elle racontait, il n'y a pas de différence avec une petite Congolaise qui a souffert dans son corps. Donc je crois qu'il faut apporter cette information, que les hommes s'engagent à lutter contre les violeurs, puisque je crois que si finalement ces combats est fait par les hommes contre les violeurs, en fait, qui sont, moi je dirais, si quelqu'un viole, il n'est pas un vrai homme, quelle est l'image en fait qu'on donne à celui qui viole? Et donc là, je crois qu'il y a un travail que nous devons faire ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables d'engager les hommes dans la lutte contre le viol? Et si les hommes s'engagent, je crois qu'il peut y avoir une évolution dans tous les pays. Le viol, merci. Le viol, c'est un crime. Le viol, c'est un crime. Mais malheureusement, heureusement que nous avons Céline ici, le grand problème qui se pose pour les femmes quand elles sont violées, c'est que ici, comme chez nous, elle doit prouver qu'elle a été violée. Et finalement, elle a déjà suivi, elle s'est dit, bon ben, je risque tout simplement de me faire humilier pour rien. Malheureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les moyens scientifiques que nous pouvons développer et que nous avons, il faut absolument qu'on franchisse ces pas de pouvoir dire à la victime, la traumatiser pour la deuxième fois en disant ce que vous racontez, vous étiez tout simplement à un mauvais endroit, vous étiez mal habillé, vous étiez, pourquoi vous aviez fait ça? Aujourd'hui, il faut changer la peur. Il y a la loi. Pourquoi les hommes ne peuvent pas avoir la peur que les femmes ont? Une femme a peur d'aller chercher de l'eau sans qu'elle parte en groupe. Une femme a peur de s'habiller d'une façon ou d'une autre façon, puisque si elle s'habille comme ça, elle risque d'être violée. Elle a peur de marcher dans une rue obscure, puisqu'elle risque d'être violée. Pourquoi ne pas changer cette peur, que ce soit les hommes qui aient peur de violer, puisque si il commet le viol, il sait que la conséquence va le suivre toute sa vie. Et je pense que quand je parle de la ligne rouge, c'est ça. Cette ligne rouge doit être soulignée au niveau des communautés. Lorsque nous éduquons nos enfants, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Un garçon ne pleure pas. Un garçon, tu te comportes comme une fille. Et ce sont des langages tout ça, ce sont des langages qui en fait font continuer ces systèmes patriarcaux où finalement le garçon, quand il grandit, il pense que finalement je suis différent. La ligne rouge, c'est ça, sur le plan local, sur le plan national, l'application des lois. Aujourd'hui au Congo, nous travaillons avec les conservateurs de coutume, parce que bon, mais si moi on m'a appris dès ma naissance, dès que j'avais l'intelligence, je sais qu'on ne couche pas avec sa soeur. Mais ma soeur, si mon père a eu une fille avec une autre femme, et je ne sais pas, je tombe amoureux de cette fille, je peux l'épouser si on ne dit pas que c'est ma soeur. Mais le jour où on me dit que c'est ma soeur, toute la société va me sanctionner puisque ça ne se fait pas. Et nous respectons ça. L'inceste, tout le monde a peur puisqu'il sait que si je commets ça, je risque d'être exclu de la communauté. Pourquoi on ne peut pas mettre les viols au niveau de l'inceste? Et donc, nous pouvons continuer sur le plan de la communauté internationale. On peut faire le même travail pour changer l'écran de la peur. Et je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale, on connaît des gens qui ont violé des milliers de personnes et qui ne sont même pas traduits en justice. Et donc, ils trouvent toujours des astuces pour être libres. Moi, je pense que voilà un peu comment je vois, madame, par rapport à cette question. Et pour répondre à la question de multiplier, c'est ce que je vais présenter ici, le modèle Panzi. Nous essayons de multiplier ces modèles. Je suis même en contact avec certaines femmes de Burkina Faso, parce que nous considérons que lorsqu'une femme peut entrer dans un service et elle trouve tous les services qu'elle a besoin, c'est beaucoup plus facile pour elle. Et souvent, en sortant de ces cercles, elle est plus forte que jamais. Mais si elle doit chercher des services à des endroits différents,
elle n'a pas un avocat pour l'accompagner à la police. Quand elle arrive à la police tient un langage et la femme se dit, bon ben c'est fini, je ne continue pas. Mais si c'est un avocat qui l'accompagne, ça change les choses. Et donc, le One Stop Center ou le guichet unique, nous sommes en train de faire cette promotion en disant, créons un système qui permet à la femme, elle est un endroit où elle peut trouver tous les services en rapport avec ses problèmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est faisable. On est en train d'expérimenter ça. Nous ne recevons pas l'aide du gouvernement congolais par rapport au travail que nous faisons. Merci beaucoup. Un dernier petit mot de ma part, demandons, que dire après tout ce que ce grand homme a dit? De dire qu'il y a une guerre silencieuse et mondiale, une guerre totale contre les femmes partout dans le monde, dont aucun média ne parle autant que les autres guerres, comme si nous étions des victimes inférieures. Donc ça c'est une réalité, et cette guerre se fait contre les femmes depuis l'utérus de leur maman jusqu'au cercueil. Parce qu'on connaît le phénomène de ceux qui découvrent que le fœtus est féminin et qui obligent la femme à avorter. Ça se passe en Inde, ça se passe en Grande-Bretagne, ça se passe... C'est des millions de fœtus dans le monde. Plus tard, il y a les viols, il y a les mariages précoces, il y a les mutilations génitales. Et plus tard, il y a les mariages forcés, l'obligation de rester soumis à son mari, les viols intraconjugaux. Dans beaucoup de pays, on dit que ce n'est pas un viol quand c'est votre mari qui est venu se coucher près de vous. Et ceux qui le disent, ils n'ont aucune empathie pour les femmes qui en souffrent. Et donc, si on remonte plus loin, qu'on vient du côté européen, en plus du viol, qui est aussi une réalité ici, il y a d'autres difficultés, on a pu le constater, l'intégration des femmes dans les systèmes sociaux, économiques et politiques, y compris dans notre pays, reste quand même un défi important avec lequel nous devons continuer à lutter pour que les femmes soient visibles dans les médias, pour qu'elles soient visibles dans le milieu politique, parce que c'est tout un ensemble, c'est comme si on avait un grand tableau noir là, et qu'on écrivait là-dessus toutes les souffrances qui sont infligées aux femmes. On ne peut pas dire on en extrait une, on s'en occupe et on laisse le reste. C'est un système total qu'il faut changer pour que les femmes ne soient plus considérées comme des ventres ambulants, comme des corps, parce que nous sommes aussi des êtres remplis de volonté, de désir, de passion, de rêve, que nous voulons réaliser. Et je dis vivement que tous les hommes commencent à ressembler au docteur Mukwege, pas que les hommes qui sont en Afrique. Je dirais déjà à mon père, je vais lui envoyer une photo. Quand je le vois, je pense à mon papa. Je lui dirais, il est instituteur, il est vraiment, il doit apprendre beaucoup de ce que vous savez. Et je parlerai aux hommes autour de moi et je lance un appel à tous ceux qui sont dans la salle. Dites à un homme ce soir qu'il doit ressembler au docteur Mukwege. Au niveau de la peine et des moyens judiciaires par rapport à ce type de violence, je vous invite tous éventuellement à vous inscrire. Il y aura un colloque sur ces questions le 14 novembre prochain à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, un colloque qui est organisé par la SBL Intact que je préside bénévolement. Et donc si vous êtes intéressé par voir les actions de la SBL et les réflexions sur que fait la police, que fait la justice, comment protéger les personnes, que ce soit ici ou à l'étranger, à partir de notre pays. Si ces réflexions vous intéressent, allez voir sur ce site de cette ASBL belge. C'est un site dans les 3 langues, anglais, néerlandais, un colloque qui sera en anglais, néerlandais et français. Voilà. Mais moi, je n'ai plus qu'à remercier Dr Mukwege, Asita. Alors, je pense que prochainement, je vais faire une proposition, ou bien au niveau du Sort Optimiste International belge, ou bien au niveau de la Fédération européenne, pour que le Dr Mukwege puisse devenir membre d'honneur de notre association. Ce sera peut-être le premier homme qui fera partie de notre association. J'ai entendu parler d'un prix Nobel ce soir. C'est vrai qu'un prix Nobel est souvent accompagné d'un gros chèque. Ce soir, nous allons modestement, les membres du club de Bruxelles doyen vont vous remettre modestement un chèque de 2600 €
qui est le bénéfice de la soirée organisée ici. Alors il ne me reste plus qu'à vous inviter à un petit get-together, un petit drink d'amitié qui se fera dans la salle en face. Donc vous n'avez qu'à traverser la cour. Voilà, bonsoir GLTV1.com. Ce soir nous recevons un grand monsieur. On l'appelle le réparateur des femmes violées. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une fierté pour toute la communauté africaine, pour toute la communauté européenne, tous les gens qui croient que quelque part, il y a de l'espoir. Bonsoir, Dr Mukwege. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous vous remercions énormément d'avoir accepté cette interview avec GLTV1.com ce soir. Dites-nous, comment signifie votre présence ce soir en Belgique? En fait, je suis en Belgique pour recevoir les prix de la solidarité donnés par l'hôpital Saint-Pierre. Oui, Dr Mukwege, les gens se posent quand même la question, d'où est née cette passion pour votre métier? Je pense que ma passion elle a vraiment une longue histoire puisque elle tire en fait ses sources dans le travail, le ministère de mon père qui est un pasteur protestant. Je crois que ce qu'il faisait pour les autres et pour les malades en particulier, c'est quelque chose qui a marqué ma vie pour toujours. Docteur Mukwege, nous sentons vraiment que ça vient du cœur, tout ce que vous faites, parce que sans le cœur, je ne crois pas que vous pourriez réaliser tout ce que vous faites en ce jour. Docteur Mukwege, cette motivation que vous avez chaque jour de quitter votre maison pour aller dans cet hôpital de Panzi, pour vraiment, je peux dire, votre métier rendre cette passion-là que vous avez à le faire. Dites-nous un peu. Je crois que en fait ce que je fais, je l'ai fait d'abord par conviction, parce que je crois que notre pays ne peut pas être ce qu'il est sans les femmes. Les femmes nous portent. Elles nous portent non seulement dans leur utérus, mais elles nous portent toute la vie. Et aujourd'hui, je crois qu'il suffit de se promener un peu dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Lubumbashi ou de Bukavu. Ce que vous allez constater, ce sont des femmes qui portent, qui ont quelque chose entre leurs mains. Elles sont toujours là. Elles se battent pour que nous allions à l'école. Elles se battent pour que nous ayons à manger. Elles se battent pour que nous soyons en bonne santé. Et donc, pour moi, soutenir les femmes congolaises, en fait, je me soutiens moi-même, puisque je crois qu'il n'y a pas cette nation sans ces femmes. Voilà, Docteur Mukwege, quelles sont les difficultés que vous avez à exercer votre métier convenablement comme il se doit? Je pense que la grande difficulté, c'est exercer mon métier dans un contexte de conflit. En fait, moi, ma vocation, ce n'était pas de soigner les femmes victimes de violences sexuelles ou réparer les bêtises humaines. Moi, je me préparais beaucoup plus à donner, à soutenir les femmes qui donnent la vie. Et malheureusement, en fait, ces femmes qui donnent la vie sont torturées, sont blessées, sont détruites, et je me suis retrouvé à la tâche par un fait accidentel. Comment pouvez-vous expliquer que aujourd'hui la mutilation de la femme, le viol est aujourd'hui utilisé, donc quelque part pour combattre la femme en question, combattre cette humanité? En fait, je pense que ce n'est pas gratuit que les agresseurs détruisent l'appareil génital. C'est la porte d'entrée à l'humanité. Et je pense que si on empêche de nouveaux venus à cette humanité en détruisant l'appareil génital de la femme, vous voyez ce que ça va donner. Et je pense qu'il faut absolument que hommes et femmes, nous puissions nous serrer les coudes pour lutter contre ces fléaux, puisque en fait c'est un fléau qui est en train de prendre tout simplement de l'importance, et il est utilisé maintenant, c'est un fléau, en fait ces viols sont utilisés maintenant dans tous les conflits. Ce n'est plus un problème congolais, c'est un problème qu'on voit presque dans tous les continents. Et aujourd'hui, je crois qu'il est très important que les responsables puissent se rendre compte de cette menace contre notre humanité, et qu'on puisse s'élever comme un seul homme pour en fait mettre cette ligne rouge, pouvoir tirer cette ligne rouge en disant
on ne doit pas franchir cette ligne, puisque si on laisse ces fléaux continuer, c'est lutter contre nous-mêmes. Tout à fait, c'est lutter vraiment contre nous-mêmes. Comment se déroule la réhabilitation de toutes ces victimes? Je crois que, en fait, la réhabilitation, chez nous, nous faisons cette réhabilitation en 4 phases. La phase médicale, qui est la phase physique, mais la phase importante, je dirais même la plus importante, lorsqu'une femme a été torturée, lorsqu'une femme a été violée avec extrême violence, il est absolument nécessaire de pouvoir la restaurer sur le plan psychologique, puisque c'est avec cette restauration psychologique que la femme est capable de pouvoir reprendre sa vie normale. Et je pense que pour compléter cette restauration physique et psychologique, il faut absolument que la justice puisse y passer, et donc la réparation. Ces femmes ont droit à une réparation. Et cette réparation, en fait, qui doit la faire, c'est la communauté, c'est les pays. Et je crois qu'aujourd'hui, nous nous battons pour que ces femmes aient justice, puisque s'il n'y a pas la justice et s'il n'y a pas la réparation, ces femmes continueront à souffrir comme si, en fait, c'était de leur faute qu'elles soient violées, alors que c'est la faute de ceux-là même qui sont commis pour leur protection, qui n'ont pas fait leur travail. Et en fait, lorsque ces 3 phases sont faites, je crois qu'il est absolument nécessaire de donner à la femme une capacité économique. Et j'ai vu toutes les femmes qui ont gagné cette capacité économique, ce sont des femmes qui sont capables de s'exprimer dans la société, elles sont respectées, puisqu'en fait, économiquement ou sur le plan de l'éducation, elles ont pu faire les études, elles ont trouvé un travail, et c'est la communauté qui a besoin d'elles. Et si la communauté a besoin d'elles, on la traite plus comme la femme violée, on la traite plus comme une femme qu'il faut rejeter, mais plutôt on la respecte. Voilà, quels sont les défis à relever pour la prise en charge de toutes ces personnes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les défis majeurs, il faut que l'homme congolais comprenne que c'est la guerre contre lui-même. Et donc, il faut pas nier, il faut pas continuer à nier une vérité qui est connue par tout le monde. Il faut plutôt l'affronter et trouver des solutions. Et les hommes congolais sont capables. Nous avons des ressources humaines capables de prendre en charge et donc reverser tout simplement la situation. Voilà, docteur Denis Mukwege, toutes ces personnes qui rêvent un jour, en vous regardant sur GLTV, de pouvoir vous aider l'hôpital Panzi aussi. Dites-nous quelque chose. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'hôpital Panzi s'occupe beaucoup plus des conséquences des viols, et pour traiter ces conséquences, effectivement, l'hôpital a de besoins divers. Mais je crois que si je m'adresse à la communauté congolaise, je crois que nous avons besoin de médecins formés, nous avons besoin de psychologues, et toutes ces personnes-là existent quelque part. Ils sont parfois même sous-utilisés. Nous les appelons à venir se joindre à nous, parce que je crois que le travail doit être fait par nous Congolais. C'est nous Congolais qui devons nous libérer, et personne ne va le faire à notre place. Merci madame. Merci beaucoup docteur Mukwege, bonne soirée. Je vous en prie madame, au revoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. 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 Dites-moi, après une telle soirée, quelles sont vos impressions? Eh bien, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de choses positives mêlées à des choses révoltantes, mais un grand espoir parce qu'on sent la force du docteur Mukwege et de toutes les personnes qui l'entourent, et voilà. Merci beaucoup. Et vous, madame? Eh bien, moi, très impressionnée, à la fois par l'horreur des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, et aux hommes aussi, aux familles, et puis par le courage à la fois de ces femmes, de ces professionnels qui se battent pour les aider à survivre et à retrouver un sentiment d'existence. Et puis le courage de témoigner aussi, impressionné par le courage de témoigner, parce que c'est extrêmement important et en même temps c'est très dangereux. Tout
Tout à fait, c'est vraiment dangereux. Monsieur, on vous a vu aussi ici présent. Oui, oui. Un petit mot? Oui, nous étions à Bukavu sur la mission humanitaire chez Panzi et chez d'autres hôpitaux. Nous avons visité les villages qui étaient attaqués, massacrés. Il y avait 6 millions de Congolais qui sont morts de ces dernières 20 années et c'est terrible. Et ce qui est le plus terrible est la difficulté de mobiliser la communauté internationale. Depuis notre retour, on a écrit les ministères, les Nations Unies, on a parlé avec les organisations et on n'a eu absolument rien comme réponse et je trouve une soirée comme ceci montre qu'il y a beaucoup de femmes et hommes qui sont vraiment intéressés, il y a beaucoup de monde et j'espère que ce sera possible d'organiser des milliers des emails, des signatures de rien aux personnes importantes. Je trouve un des plus grands problèmes de tout et presque tous les hommes aujourd'hui au pouvoir sont les violeurs. Ils ont, soit d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas respecté les femmes autour d'eux, ils ont pris possession, et ça fait un sujet qu'ils ne veulent pas ouvrir parce qu'ils sont aussi les criminels dans cette histoire, et il faut changer ça. Un message très profond, il faut changer ça, merci. Voilà, j'ai à mes côtés deux grandes dames qui vivent ici en Belgique, de la communauté congolaise, Madame Maditiem et Madame Elena Matundu. Bonsoir Maditiem. Bonsoir Rika, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, merci Maditiem. Après une telle soirée, qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots? En quelques mots, je peux dire aux Congolais et aux amis du Congo, continuez à soutenir le docteur Mukwege, continuez à soutenir le combat pour stopper l'impunité, mais en plus, au-delà de tout, de pouvoir s'attaquer aux causes qui conduisent justement des hommes comme le docteur, au lieu d'être gynécologue et de soigner nos mamans et de les assister dans les naissances et les accouchements, etc., de pouvoir commencer à réparer des femmes congolaises. C'est grave ce qui se passe ici, c'est grave ce qui continue à se passer sur le sol de la RDC. Donc, pour moi, il faudrait pas simplement que les gens puissent s'émouvoir pour des causes qui sont loin. Solidarité, oui, mais je crois qu'il faudrait à un moment pouvoir recentrer les priorités sur la RDC, sur l'Est du Congo, sur le Nord, le Sud Kivu et sur l'Ituri parce que c'est urgent. Comme elle vient de le dire, c'est vraiment urgent. Il y a une cause derrière tout ça. C'est la femme. Sans la femme, l'humanité est vraiment à zéro. Madame Elena Matundu de Jefaya, la présidente. Ce soir, je veux vraiment rendre hommage à cette grande dame parce que grâce à elle, GLTV1.com a eu une des portes ouvertes à un tel événement. Vous savez, en tant que Ika de Jong, je peux le dire aujourd'hui ce soir, je fais des émissions, je touche un peu tout le monde, je touche un peu des sujets. Peu importe la petitesse ou la grandeur du sujet, mais là, c'est mon amour propre qui a été touché et je rends vraiment un grand merci à cette dame qui a permis que Toubadelo et moi soyons ici présents. Merci Miss Elena Matundu. Mais de rien, Ika de Jong, GLTV1.com se devait d'être là ce soir. Comme je dis, c'est une web TV qui est conduite par une femme que j'admire, Ika. Donc, parce que je trouve que tu prends de plus en plus d'importance et d'ampleur. Il était donc normal pour moi que tu puisses arriver ici et comprendre un peu ce qui se passe par le discours du docteur Mukwege et que tu puisses toi aussi relayer l'information. Car il est très important, et je le dis ce soir, que la communauté congolaise se lève enfin et que suivent et que soutiennent le docteur. Ce soir, malheureusement, nous étions en minorité, encore une fois, et je regrette, pourtant je pense qu'on a fait assez de publicité autour de cette soirée, mais bon, voilà, le docteur a besoin du soutien de la communauté congolaise, le docteur a besoin des femmes congolaises. Alors ce que je veux demander, moi ce soir à travers GLTV1.com, c'est enfin, s'il vous plaît, levez-vous pour le Congo. Merci. Merci, c'est un message très profond, très poignant. Soyez vraiment... Je vais rentrer un peu en lingala. Bana Congo, Mokope, Tozonga ape na temps. Parce que, eza mindele, te mindele ba tondi sal mobimba. Partout où papa oazo leka, mindele na mindele. Vous imaginez que soirée au bazo organisée, à l'honneur à papa, toza di, bato mwindu, eza soni. Eza soni pour la communauté nabiso. Est-ce que tout ça a besoin ya nini poto lamuka? Na ba réseaux sociaux, na ba page na ye moko. Boko ki kokende botali ba programme na ye. Pourquoi est-ce que baza na besoin batu ba relayer information pour ta biso moko?
Il suffit de liker page ya Dr Mukwege. Mbala moko yebi programme na yeke na mini toi Rosalaboy, lobe Rosalaboy, toi Rosalaboy. Ça nous coûte quoi, peuple congolais? Ça nous coûte rien du tout. Pourquoi ba mindele nde ba soutenir ndeko na biso moko makila na biso moko? Biso toza wapi? Et ça Sony. Mindele ba sota la biso ndire biso nde ba étranger, bango nde ba kolo Dr Mukwege. Franchement. J'aime écouter Madame Marie-Jeanne Defrine, qui fait partie des gens qui ont organisé cette soirée. On veut juste vous dire, haut et fort, un grand merci. Dites-nous, d'où est venue cette initiative? Mais cette initiative est venue il y a plusieurs années déjà par une amie, Madame Van der Ginsten, qui était sort optimiste, qui est toujours d'ailleurs sort optimiste, qui est médecin et qui a créé une association Solfa qui va régulièrement justement opérer dans le Kivu pour réparer aussi les femmes entre guillemets. Et alors voilà, ça cadre dans les activités et dans les objectifs du Sort Optimiste International. Il était très important de faire quelque chose pour cette détresse de toutes ces femmes, pour cette violence justement qui existe. Et alors nous avons, comme vous avez pu constater là tout à l'heure, vendu à ce moment-là des petits sacs. Nous avons fait des petits flyers avec des informations et nous avons récolté beaucoup d'argent pour justement aider toute cette action-là. En tout cas, de tout cœur avec vous, nous vous soutenons aussi, vraiment la communauté congolaise, de telles initiatives où vous aidez aussi la population congolaise qui est en train de souffrir. Un grand merci à vous. Mais je crois que c'est tout à fait normal. Nous sommes des femmes avant tout. Il y a de la violence chez nous aussi, mais ce qui se passe, pas seulement au Kivu, pas seulement chez vous, mais même en Bosnie, même en Afghanistan, ce sont des atrocités et je crois qu'entre femmes, il faut s'entraider. Et ça, c'est le plus important. Voilà, un message sincère, entre femmes, il faut s'entraider. Merci. Merci à vous d'être passé ce soir. Bonsoir Madame Ursula Kachi. Bonsoir. Dites-moi un peu, on vous a vu poser une question, est-ce que vraiment ils ont pu répondre comme vous le voulez? Oui, Monsieur Mukwege a été d'une clarté implacable. Son témoignage sur la situation que vivent les femmes à l'est de la RDC est vraiment, ça nous touche, ça nous parle. C'est une situation dramatique, il faut absolument agir. Et son combat, ça ne doit pas être non seulement son combat, on doit porter ce combat-là, rendre cette situation visible au sein de la communauté internationale, parce que les viols utilisés comme arme de guerre doivent cesser absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, j'ai à mes côtés Madame Asita Kanko. Vous avez pu voir à travers les images de Tubadelo comment est-ce qu'elle a pu intervenir pendant cette soirée. Elle a écrit un super beau livre. Je demande à tout le monde d'aller le chercher. C'est vraiment l'histoire d'une fille qui a subi vraiment le cauchemar. Et en ce jour, il y a encore énormément de filles qui subissent ce cauchemar-là. Si nous pouvons faire quelque chose, changer le monde, faisons-le vraiment avec beaucoup de dignité. Il s'appelle Parce que tu es une fille, donc histoire d'une vie excisée. Bonsoir madame. Bonsoir. Dites-nous un peu, une telle inspiration, après avoir subi de telles atrocités, comment est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, je vais quand même l'écrire? C'est juste parce que j'ai eu envie de partager mon histoire pour être solidaire avec les femmes qui ont déjà subi l'excision. Il y en a quand même 125 millions dans le monde. Et chaque année, il y a 3 millions en plus. Chaque minute, plusieurs filles qui sont excisées. Donc moi, j'ai voulu contribuer à ajouter un visage sur tous ces chiffres. Parce que comme le docteur Mukwege a dit tout à l'heure, derrière un chiffre, il y a quand même une femme qui souffre. Donc j'ai voulu contribuer à donner des visages à ces femmes-là. Mais aussi, j'ai pas voulu parler d'excision. J'ai voulu parler de la vie des femmes, de l'amour, de la passion, de la façon dont cette mutilation à l'enfance peut ressurgir à l'âge adulte et vous amener à vous poser certaines questions. Donc je suis rentrée sous cet angle-là qui jusque-là, à mes yeux, n'avait pas encore été abordé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est contribuer à stopper cela et contribuer à aider les femmes qui ont subi cette mutilation à se sentir bien.
En tout cas, un message très profond. Ces femmes doivent se sentir bien. Madame Asita Kanko, je ne peux pas faire une interview avec vous sans vous poser la question. Je sais que vous avez été fortement critiquée avant la sortie du livre ou pendant la sortie du livre. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Non, en fait, je n'ai pas été fortement critiquée. J'ai été en privé critiquée par un seul homme, un chef d'entreprise avec lequel je m'entends très bien. Et c'était à la sortie d'une interview dans le Elle Magazine. Et c'était un an avant la sortie de mon livre, et qui m'a dit, mais écoute, tu peux pas parler de cette histoire parce que ça te rend c'est trop africain et tu es en Belgique, tu veux faire une carrière politique en Belgique, une carrière dans le privé en Belgique, donc laisse tomber ces histoires africaines, ça va nuire à ton image. Et donc ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais au fond, mon image, elle n'est pas importante à mes yeux. Ce qui est important à mes yeux, c'est ma conscience. Et ma conscience me dit que je ne peux pas me taire quand il y a des millions de femmes qui souffrent. Et donc finalement, quand j'ai sorti ce livre, cet homme l'a lu et il est revenu vers moi pour me dire qu'il le regrettait et qu'il allait offrir ce livre à ses 2 filles et à son épouse. Ce qui est quand même une bonne chose. Voilà, c'est un message très profond. Donc nous demandons à tout le monde où est-ce qu'on peut se le procurer. Donc parce que tu es une fille, histoire d'une vie excisée, qu'on peut se procurer dans les librairies, à la FNAC, partout, mais aussi sur Internet via Amazon.fr ou sur le site de l'éditeur qui est La Renaissance du Livre. Et donc ça coûte 9,90 €. Il faut le lire, le partager pour plus de solidarité entre les femmes, mais aussi le faire lire par des hommes. Parce qu'on ne gagnera pas ce combat toute seule. On a besoin des hommes à nos côtés. Parce que si nous sommes heureuses, ils le sont aussi. C'est quand même mieux de vivre avec des femmes heureuses que de vivre avec des femmes qui souffrent. Donc je les appelle à se joindre à nous. Ça s'appelle Histoire d'une vie excisée parce qu'une fois qu'on t'excise quand tu es petit, quand tu grandis, c'est quand même dans toute ta vie qu'on tranche et des souffrances que tu as pour toujours, sauf si tu réussis à les surmonter en prenant une décision. Et les femmes qui m'ont inspirée, comme Waris Dirié par exemple, m'ont aidé moi à transcender ma souffrance et arriver au stade où je me sens bien. Et donc je dis, on peut être excisé et être heureuse, mais je ne souhaite pas que les gens continuent à être excisés. Et si on a une souffrance, il ne faut pas la cacher, il faut appeler au secours. Il y a le docteur Caillé au CHU Saint-Pierre qui aide beaucoup les femmes excisées, il faut le savoir aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, comme vous voyez, nous arrivons à la fin de cette émission. Je crois qu'en faisant mon intro, les gens se sont dit Ika de Jong a été un peu dur dans ses propos et qu'en regardant cette interview, en regardant cette émission que Touba Boboudelo vient de vous montrer, vous pourrez dire qu'il y a une raison quelque part. L'être humain est touché, la femme est touchée, la femme congolaise est touchée, la femme africaine est touchée, la femme est encore une fois touchée. Quand vous entendez un médecin qui vous dit, qui vous sort de propos qu'un enfant de 6 mois a été violé, je crois que l'être humain n'est plus humain. Donnons la place aux animaux peut-être, parce que si le cœur de l'homme n'a plus cet impact d'être un cœur et qu'il est remplacé par la haine, qu'il est remplacé par l'atrocité. Les mots me manquent, c'est tellement dur. En tant qu'humain, quand on entend de tels propos, dans la Bible il est écrit ne jugez point, mais je crois que quelque part on doit se ressaisir et se dire nous pouvons aider cet hôpital, l'hôpital Panzi. Docteur Mukwege, si vous avez même, je ne sais pas combien, le peu que vous avez, cherché par tous les moyens, comment l'atteindre, comment atteindre vraiment cet hôpital où ces femmes ont même un espoir un jour de se dire, on a été sauvés. Le sourire a pu revenir sur nos lèvres. J'ai un message très important au peuple congolais surtout. Peuple congolais, levons-nous. Vous avez entendu, lui-même il a dit, il y a beaucoup de gens ici qui sont en train de chômer. Vous avez cette capacité. Le peuple congolais, c'est un peuple intelligent. Le peuple congolais est un peuple qui se bat chaque jour. Si vous avez ces capacités-là, vous avez quand même eu cette chance d'avoir ces études-là. Même le strict minimum
d'infirmières, d'aides-soignantes, et que vous pouvez apporter vraiment la pierre à l'édifice, même pour une période de quelque temps, allez aider ces gens-là. Si nous, GLTV1.com, nous avons cette opportunité-là de descendre au Kivu, si Dieu le veut, nous irons aider, apporter notre pierre à l'édifice. Ce grand monsieur est un père de famille. Ce grand monsieur, il pouvait aussi opter pour autre chose. Il y a beaucoup de choses où il pouvait se dire, je gagne bien ma vie en tant que médecin, je n'ai pas besoin de me spécialiser pour un tel but. Mais il sacrifie toute sa vie pour ces femmes violées, ces enfants violés. Donc, peuple congolais, s'il vous plaît, agissons. Arrêtons de chercher l'aide venant de la MONUSC, venant de je ne sais pas où, ici en Europe, prétendre qu'on peut faire quelque chose. Si vous pouvez faire quelque chose, c'est là-bas. Ce n'est pas ici. Ce soir, sur GLTV1.com, nous remercions une association de femmes, Tchefaya, dont la présidente est Miss Elena Matundu. En tout cas, bravo. Et le Dieu qui est là-haut puisse reconnaître cet acte où tu as permis que nous approchions ce grand monsieur. Un grand merci à cette association qui aide aussi les femmes. J'oublie pas de remercier aussi Léonard Moulamba et Samy Eldestein qui avaient un mot vraiment d'affection pour ce grand médecin. Tous les gens qui nous suivent sur GLTV1.com, si vous appréciez notre travail, venez vraiment soutenir ce grand médecin qui est le docteur Denis Mukwege. Faites quelque chose. Peu importe la quantité de votre portefeuille, agissez. Merci à Toubadelo Bobo à l'image. Merci au webmaster Famarios qui fait aussi son boulot convenablement. Merci à vous. Il est exigeant.